Welcome Rinpoche. Bienvenue Rinpoche et bienvenue à vous Mathieu, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci et bienvenue également à toutes celles et ceux qui nous écoutent en streaming sur Internet. Grâce à la communauté Tergar, nous sommes ici réunis ce soir. C'est eux qui ont organisé. Bienvenue à l'Institut qui a co-sponsorisé l'événement de ce soir. Je m'appelle Antoine Lutz, je suis un scientifique. Je travaille à Lyon et j'ai eu le privilège de collaborer, de travailler avec Mathieu et Rinpoche depuis plusieurs années maintenant pour étudier l'impact de la méditation sur le cerveau et sur le corps. Ah, c'est pas vraiment de la collaboration, on a plutôt été des cochons d'Inde. Hein. Donc, nous avons, vous avez apporté votre contribution à la recherche scientifique et je pense que l'impact est très important pour tout le monde, pour la société. Lorsque j'ai lu le livre de Rinpoche, Pour l'amour du monde, j'ai été extrêmement ému en tant que scientifique, d'abord parce que ce n'est pas simplement un enseignement extrêmement profond et spirituel, mais c'est également quelque part une invitation, je dirais, provocative, qui nous pousse à réfléchir à la mort, à la signification de la mort et à ce que celle-ci implique pour la vie. Voilà, donc sans plus attendre, je vous invite à les accueillir tous les deux, Mingyur Rinpoche et Mathieu Ricard. Thank you, Antoine. Merci, Antoine. Mon rôle sera très humblement de poser un certain nombre de questions à Rinpoche sur les points importants de son livre. Il sera ici pour témoigner, pour nous parler de son expérience. Avant toute chose, vous le savez, la vie de Rinpoche, depuis son plus jeune âge, a été consacrée à la pratique, à la méditation. Donc avant d'activer le blabla des neurones, n'est-ce pas? Peut-être, Rinpoche, pouvez-vous nous emmener, nous guider vers une méditation? Est-ce que vous m'entendez? Le livre a pour sujet le bardo. Le bardo, c'est ce moment, cet espace, cet intermédiaire, ce moment de liberté entre. Normalement, lorsque l'on parle de liberté, je dirais qu'il y a deux formes de liberté. Il y a la liberté que je qualifierais d'horizontale et puis l'autre qui est la liberté verticale. Vous le saviez? Peut-être, ou peut-être pas. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, je viens de l'inventer. Hein. Normalement, lorsque l'on pense à la méditation, on pense effectivement à cet espace entre, cet espace horizontal qui, à savoir de gauche à droite ou de droite à gauche. Voilà. Peace. L'ouverture. Voilà, on ne veut plus de blabla hein, dans la tête. Lorsqu'il n'y a plus ce blabla, lorsqu'on arrive à s'en libérer, voilà, on est dans cette ouverture, dans cet espace horizontal. Encore une fois, dans cet entre. Mais il y a également cette liberté verticale. Alors là, par contre, on peut avoir ce blabla. Vous n'avez pas besoin de vous en défaire. Par contre, vous pouvez vous en libérer. Et je pense que c'est un point très important. Alors, la question c'est comment? Je ne sais pas. D'abord,
on va essayer de faire une petite pratique de méditation, tous ensemble. L'essence de la méditation, c'est la conscience. Vous connaissez la conscience. Présence éveillée. Alors, on va reprendre le terme de Mathieu Ricard, la présence éveillée. Voilà, on est proche de la conscience. Et combien d'entre vous voient ma main? Allez, levez la main. Ça, c'est la conscience, c'est la présence. C'est assez facile. Voilà, c'est ma main, les yeux, l'esprit connecté à ma main. La méditation, c'est un peu ça, finalement. C'est très simple, c'est très simple. Donc nous allons faire un exercice de méditation simple, ensemble. Voilà, donc je vais vous demander de vous détendre. Tenez-vous droit et vos pieds bien ancrés. Alors moi je suis petit, j'ai du mal à toucher les pieds par terre. Voilà, vous ça va Mathieu. Bien, donc on est solidement ancré. Fermez vos yeux. Et ressentez votre corps. Pensez à vos jambes, essayez de relaxer, de détendre les muscles de l'ensemble de votre corps. Voilà. Détendez-vous. Pensez à votre tête, à votre visage, le cou. Détendez les épaules. Pensez au dos, la poitrine, l'estomac, les bras, et puis les jambes. Si vous n'arrivez pas à vous détendre, très bien. Dans ce cas-là, permettez d'être dans cet état de non-détente. Voilà. Quand on ne peut pas, et que vous acceptez de ne pas pouvoir, eh bien quelque part vous vous relaxez. Donc voilà, détendez-vous. Voilà, vous êtes détendu, c'est très bien. Vous ne l'êtes pas, c'est bien aussi. Et puis si vous ne savez pas, ma foi, ça me va aussi. Tout va bien, tout va bien. Voilà, acceptez l'état dans lequel vous êtes. Soyez, le verbe être, soyez. Et écoutez maintenant le son. Et maintenant, écoutez les sons qui nous entourent. Le son de la climatisation, la toux d'une autre personne dans la pièce.
Pour ceux d'entre vous qui nous suivent à distance, peut-être avez-vous des voisins qui font du bruit. Peut-être entendez-vous le bruit des voitures à l'extérieur. Peut-être que vous avez des oiseaux qui chantent à l'extérieur. Peu importe. Ouvrez les yeux maintenant. Voilà. Et continuez à rester dans cet état de détente de l'esprit sans vous concentrer sur quoi que ce soit de particulier. Bien. C'était comment? Facile ou pas? Bon. Combien d'entre vous ont aimé cet exercice de méditation? Levez la main, s'il vous plaît. Combien d'entre vous n'ont pas aimé? Personne? Si vous n'avez pas apprécié, vous avez le droit de l'exprimer. C'est tout à fait acceptable. Voilà, on a le droit de ne pas aimer. Bien, alors la chose importante ici, c'était d'être. D'être, c'était ce moment de conscience. La conscience. C'est un peu comme le ciel. Les pensées, les émotions, c'est un peu comme les nuages. Les nuages vont et viennent, le blabla, ce fameux blabla, les mots. Ce qui est important ici, c'est d'être. C'est d'être conscient, présent, avec les sensations du corps, en essayant de détendre le corps. Parfois on n'y arrive pas, c'est pas grave. Parfois on ne sait pas, et ça va aussi. Quel que soit le sentiment, peu importe le sentiment, ce qui est important c'est d'être. Lorsque vous voyez la rivière, c'est que vous n'êtes pas dedans. D'accord? Lorsque vous voyez la rivière, vous n'êtes pas dedans. Si vous tombez dans la rivière, à ce moment-là, vous ne la voyez plus, cette rivière. Lorsque vous regardez la télévision, vous êtes donc à l'extérieur de cette dernière. N'est-ce pas? Ça, c'est cette liberté verticale. Mais la télé, elle continue. Vous n'êtes pas à l'intérieur, vous pouvez la regarder. C'est bien. Vous n'êtes pas dans la rivière, mais vous pouvez la voir. Vous pouvez, ma foi, faire du sport le long de la rivière. Et s'il y a des chutes d'eau, c'est encore plus joli. Vous pouvez la regarder. Si vous êtes à l'intérieur de la rivière, si vous êtes dedans et que cette rivière eh bien, a des embûches comme des chutes d'eau, c'est un problème. Merci. Bien, Rinpoche, je vous ai rencontré lorsque vous aviez 6 ou 7 ans, lorsque vous êtes venu pour la première fois. Et c'est un peu personnel ce que je vais dire, mais je me souviens, c'était tôt le matin, j'étais dans la pièce, la personne avec laquelle j'étais ne parlait pas avant 9 heures du matin, donc je faisais mes prières et je me souviens qu'il y avait cette grande pièce dans le monastère où nous étions, et puis est arrivé ce jeune garçon, et lui qui ne parlait jamais m'a dit « Lève-toi, ne l'as-tu pas reconnu ?» Et depuis, eh bien, j'ai pu partager des moments avec vous, et à peu près 2 semaines avant que vous ne disparaissiez, je suis venu vous voir à Bodh Gaya. Je ne savais pas ce que vous prépariez, n'est-ce pas? Nous avions beaucoup à faire, j'avais beaucoup à faire, et je me souviens vous avoir dit que parfois j'avais envie de prendre un train en Inde, descendre quelque part dans une gare au hasard de mes pérégrinations. Et je me souviens avoir parlé de cela. Et puis je me suis dit, c'est pas évident de laisser toutes nos responsabilités derrière nous. On a tous des projets. Et je me souviens, vous m'avez dit, mais non, pas du tout, c'est simple, ça prend un jour. Et puis, qui savait à l'époque, moi pas évidemment, que 15 jours plus tard, Rinpoche allait disparaître, et ce pour quelque temps.
Alors, si vous n'avez pas encore terminé le livre, il vient de sortir en français, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette histoire et comment vous avez préparé cette aventure et notamment comment se sont passées les premières journées? Et puis, je vous poserai des questions sur vous aujourd'hui, sur les enseignements également de ce livre. I was inspired by there's a lot of life stories. Alors, j'ai été inspiré Wandering par des histoires que j'avais entendues, ces fameuses histoires d'ermites errants, d'errance, de vagabondage. Lorsque j'étais enfant, je me souviens que ma maman me lisait des histoires à ce sujet. Je suis né au milieu de l'Himalaya, au Népal, et il y fait parfois très froid. Et le soir, nous mangions la tupa. C'est une soupe chaude. Et puis ensuite, nous nous retrouvions autour du feu. Et c'est alors que ma mère me lisait certaines histoires. Parfois, ma grand-mère, je me souviens, versait quelques larmes. Et puis moi aussi, et puis maman aussi. Nous pleurions tous. So I think that's a kind of like inspiration for me. Et je crois que cela a été une source d'inspiration pour moi. J'ai fait une retraite de 3 ans lorsque j'étais jeune et puis j'ai ensuite eu envie de vagabonder, de me rendre dans différents lieux où parfois les choses n'étaient pas faciles. Et j'ai toujours repoussé l'échéance jusqu'en 2011. Et en 2011, finalement, j'ai quitté le monastère à Bodh Gaya, la nuit, c'est ça, la nuit, avec une clé. Vous avez la clé, tout à fait. Vous savez, j'avais acheté un verrou avec quatre clés. J'en ai gardé une et les 3 autres, je les ai données à d'autres personnes. The journey from my monastery to the Donc ce voyage station was amazing. entre le monastère et cette fameuse gare a été un voyage extraordinaire. Jamais je ne sortais seul. Voilà, généralement autour de moi, les gens font ça. Voilà. Et je fais la même chose. Voilà. Sometimes confused. Parfois, on se trompe de sens. Ça arrive, hein. Ouais, ouais. And then nighttime pain here. Voilà. Et parfois, j'ai des rictus. J'ai mal au rictus. Suddenly, out of my comfort zone, Et là, soudainement, je suis sorti de ma zone de confort. Et alors que je m'étais préparé à cette retraite, alors que je m'étais préparé à la difficulté de cette errance, voilà, les choses n'ont pas été simples. Voilà, j'ai été... je ne sais pas si pour ceux d'entre vous qui sont ici présents, si vous êtes déjà allés en Inde et si vous avez pris le train, je me souviens avoir pris le train en Inde pendant 2 jours et 3 nuits sans réservation. Vous avez des espaces où vous pouvez mettre vos valises. Et puis la première nuit, j'ai pu m'y mettre et puis la deuxième nuit, la place avait été prise par quelqu'un d'autre. Voilà, en tout cas, c'est difficile. Et puis, on n'a pas l'habitude non plus d'être dans un train la nuit, de dormir pendant que les gens passent au-dessus de vous. Voilà, en tout cas, dans le train, il n'y avait personne pour me faire ça, hein, ça je peux vous le dire. so many rats and pigeons. Voilà, vous avez parlé des rats, des pigeons. Type of home or family I know before. Most of my friends don't live with rats and pigeons. La plupart de mes amis ne vivent pas parmi les rats et les pigeons. Donc, une vie très différente. What is wonderful also in the book that every step Ce qui est extraordinaire dans le livre, c'est que vous expliquez chacune des étapes et vous mettez chacune de ces étapes en regard de votre expérience, de votre enseignement, de votre éducation, de vos parents. On voit que vous vivez énormément de choses pendant ce voyage, pendant cette errance. Et en permanence, vous les confrontez à votre intérieur, particulièrement dans l'adversité, dans les moments difficiles, et vous vous mettez à l'épreuve pour
aller au-delà de ces difficultés, pour relever les défis qui se présentent à vous. Vous savez, c'est bien de faire de la méditation lorsque vous êtes au soleil et que vous avez la panse bien pleine, mais lorsque vous êtes seul et dans des circonstances difficiles, ma foi, c'est très, très différent. Est-ce qu'il faut vraiment se mettre dans des situations difficiles, aussi difficiles, pour faire de la méditation? Je pense à des environnements naturels, parmi des animaux sauvages, des tigres, je me souviens, je l'ai fait, mais bon, toujours avec un niveau de danger qui était limité. Avez-vous peut-être des conseils pour nous, pratiquants modestes? J'ai vécu dans un monastère et donc j'ai voulu mener cette expérience seul. Mais en Occident, nous avons beaucoup de défis à relever. Ce n'est pas la peine de vous rendre dans l'Himalaya pour en trouver d'autres. Le bardo, c'est un moment de transition. Quand on a 18 ans, on part de chez soi, généralement. C'est une sorte de bardo. À l'âge de 25 ans, peut-être que l'on revient chez soi. Là aussi, il y a quand même un moment de transition. Quand on recherche un emploi, eh bien là, il y a des possibilités. Quand vous perdez votre emploi, eh bien là aussi, on se retrouve dans une situation de transition. Lorsque l'on se lance dans une nouvelle relation, là aussi, c'est un monde d'opportunités qui s'ouvre. Quand on est en situation de rupture, même chose. Bon, ne parlons pas de cela. Non, n'essayez pas cela chez vous. Mais bon, ce sont des circonstances naturelles et ces moments constituent des possibilités de transformation à condition d'accepter le lâcher-prise. Je ne dis pas qu'il faut abandonner. Non, il faut saisir la possibilité de s'épanouir, de grandir. Lorsque l'on regarde la biographie des grands hommes ou des grandes femmes, on s'aperçoit qu'il y a des moments charnières qui sont justement ces moments de transition où l'inattendu surgit. Quel est le titre du livre en français? Pour tout l'amour du monde. C'est pas Dying Every Day, mourir chaque jour, non. Ça, c'est le titre en anglais. Au début, je pensais donner à mon livre le titre Dying Every Day, mourir tous les jours. Bon, pour l'amour du monde, c'est peut-être pas plus mal d'un point de vue du marketing. Pour l'amour du monde, c'est bien mieux. Oui, l'éditeur n'a pas bien accepté l'idée de mourir chaque jour. En réalité, nous mourrons chaque jour. Si nous nous laissons mourir, eh bien, nous pouvons renaître. Et ainsi, nous pouvons mener une vie pleine et entière. Quelqu'un qui a lu votre livre m'a dit il semblerait que cette retraite errante, c'était un lâcher-prise par rapport à l'ego. Mais c'est très difficile pour nous tous, pour la plupart d'entre nous. Mais en même temps, vous dites, nous pouvons avoir une bonne compréhension du soi, de qui nous sommes. Pouvez-vous nous expliquer en quoi nous sommes parfois trompés par la perception que nous nous faisons de nous-mêmes et comment renforcer cette conscience de nous-mêmes grâce à cette expérience? Alors, il y a les 3 sentiments par rapport à l'ego. Alors, il y a une façon malsaine, c'est le fait d'avoir un esprit fixe et on ne veut pas se laisser mourir. Par contre, dans une approche saine, l'ego est ouvert. L'ego accepte le changement. Notre vie, c'est un petit peu comme des montagnes russes, ça monte et ça descend. Cette image de montagne russe, donc c'est un petit peu comme la bourse, si vous voulez. Quand on achète une valeur pour 1 euro et qu'on la vend à 1 euro,
Là, à ce moment-là, ce n'est pas une activité économique. Donc, on n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Mais en réalité, on mène une activité économique lorsqu'il y a une différence, quand il y a des hauts et des bas dans cette activité. C'est ainsi que l'on apprend, c'est ainsi que l'on peut grandir. Lorsqu'on a une bonne perception saine de soi-même, on est ouvert, on est flexible et on est en relation avec l'autre. Il y a de l'interdépendance. On a le sens de l'autre. Puis il y a le troisième sens. Là, c'est le soi-même au-delà du soi-même. Certains de nos enseignants nous disaient que le samsara ne peut pas être réparé. Si on arrive à samsara 2.0, les choses s'améliorent, tout va bien, mais tout cela, ce n'est que du prix. C'est comme si on peignait un mur qui s'écroule en rose. Ça n'a aucun sens. Mais en même temps, vous dites que c'est une frustration, une insatisfaction permanente. Et nous espérons néanmoins que quelque chose va survenir et il va y avoir un samsara qui apporte de la satisfaction. Et en parallèle, la plupart des gens mènent des vies normales. Il y a des hauts et des bas, certes, il y a des joies, il y a des peines. Et les gens essayent de mener une vie décente, d'être des personnes bonnes. Mais où faut-il placer le curseur? Le samsara ne peut pas être réparé en tant que tel. Par conséquent, il faut s'affranchir de ses préoccupations, sinon on n'arrivera pas à la liberté. Donc c'est un petit peu ça l'enseignement qu'on nous inculque. Mais il n'y a pas de compromis là-dedans. Mais il y a une voie pour parvenir à cette vie bonne. Pouvez-vous nous trouver quel est un petit peu ce chemin de crête? Où est-ce que nous nous trompons sans arrêt en pensant que nous arrivons à une certaine satisfaction dans le samsara? Eh bien, moi, il m'apparaît que si l'on comprend bien l'horizontal et le vertical, ce que je vais vous expliquer, c'est l'apanage de mon enseignement. Donc, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas l'abandon, encore une fois. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent parler de la méditation avec le rien, il y a le lâcher-prise par rapport au balabala yara yara. Et lorsque l'on vraiment lâche prise, moi quand j'étais jeune, il y a un élève qui a demandé à mon père, c'était un élève qui avait une sorte de vélomoteur, moto, et à Katmandou, il y a la forêt, avec des pistes, n'est-ce pas? Oui, c'est pas la peine d'avoir une véritable route, là, il n'y en a pas de toute façon. Et donc il a dit, il médite, mais lorsqu'il a du temps libre, il s'en va et il va dans la montagne, sur ses pistes, sur sa moto. Et il a posé la question suivante à mon père. Il a dit, je veux devenir un bon méditant, mais je suis attaché à cette moto et je veux m'affranchir de cette moto, mais je ne peux pas. Parce que cette moto est très importante pour moi. Que faire? Demande-t-il à mon père. Et mon père répond, accueille ce désir, accepte-le. Lorsque l'on médite, on écoute les sons. Mais on peut utiliser le désir comme objet de méditation. Lorsque l'on voit ce sentiment de désir, c'est un petit peu comme quand on regarde la rivière. Quand on voit la rivière, on n'est pas dans la rivière, n'est-ce pas? Donc, la conscience est plus grande que le désir. Mais le désir se poursuit
pendant un certain temps. vertical liberation. Ainsi, il y a cette libération verticale. Et mon père a dit, c'est ça qui est important. Sinon, The really meaning of getting rid of attachment for the motorbike, it doesn't mean you have to sell s'affranchir de la moto, ça ne veut pas dire qu'il faut la détruire ou la vendre, cette moto. destroy motorbike. Même si tu la détruis, cette moto, si tu n'as pas lâché prise, eh bien la moto, elle restera en toi. C'est presque pire. Oui, c'est pire, en effet. Bien souvent, dans votre enseignement, vous dites que la plupart des débutants se font une idée très naïve, candide de la méditation. Et ils pensent que tout va devenir si paisible. Ensuite, ils se lancent et en réalité, les gens se rendent compte que ce n'est pas pour eux. C'est ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils se rendent compte des catastrophes à l'intérieur d'eux-mêmes. Beaucoup de gens disent, lorsque j'essaye d'apaiser mon esprit, c'est une expérience qui ne fonctionne pas. Et vous décrivez plusieurs étapes avec l'image de l'océan. D'abord, nous sommes dans les vagues, dans la houle, puis l'océan devient comme un miroir, puis on commence à voir un petit peu la profondeur de l'océan, mais les vagues sont gênantes et de plus en plus, on est en contact avec cette profondeur lumineuse de l'océan. Pouvez-vous nous expliquer ces différents niveaux de conscience? Oui, normalement, la conscience est comme le ciel et l'émotion, c'est les nuages. Faisons une expérience ensemble. Levez la main. Êtes-vous... agitez la main si vous êtes conscient que vous avez levé la main. Bien entendu, vous en êtes conscient. Sinon, on ne peut pas lever la main. Sentez-vous une sensation dans votre main? Est-ce que c'est frais? Agitez la main si oui. Ça, c'est la conscience de la fraîcheur. Et est-ce que vous sentez une chaleur dans votre main? Agitez la main si c'est le cas. Là, vous avez la conscience de la chaleur dans la main. Et est-ce que vous ne sentez rien dans votre main? Agitez la main si c'est le cas. Eh bien, c'est la conscience de l'absence de sensation. Gardez la main levée. Est-ce que vous sentez une douleur ici? Agitez la main si c'est le cas. Ah, c'est la conscience d'une sensation déplaisante. Baissez les mains. Ah, soulagement, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la conscience de quelque chose de plaisant maintenant, ce soulagement. Donc, pour la conscience, peu importe qu'il s'agisse de froid, de chaleur ou d'absence de sensation, agréable ou désagréable, ça n'a aucune importance. Tout cela, c'est là, c'est dans votre conscience. La conscience, ça peut être l'agréable et le désagréable. Quand j'ai été jeune, je souffrais de crises de panique. Quand il y a panique, il y a conscience. Si on se sent paisible, c'est une conscience aussi. C'est comme le ciel. Le ciel reste là, c'est la quantité de nuages qui change. L'important, c'est de garder cette conscience. L'essence de la méditation, c'est justement d'être en rapport avec la conscience. Il ne s'agit pas de se débarrasser de la pensée. Il ne s'agit pas de rechercher la paix, la joie ou autre chose. Ça, c'est lié à l'expérience de la méditation. Ce n'est pas l'essence de la méditation. Et par ailleurs, si vous êtes en conscience, vous pouvez laisser les pensées venir à vous. Le fromage? Fromage, c'est le fromage. Hein? Oui, on est d'accord. Bon, le fromage. Fromage en français, dans le texte.
Donc, vous écoutez le son, you automatically recognize awareness now. et là, vous reconnaissez la conscience. What is your view? I talk about the Moi, essence of awareness. je vous parle de l'essence de la méditation, et la motivation, c'est que je veux méditer Then when en ayant conscience du son, et lorsque l'on écoute le son, eh bien, le son est immédiatement lié à la conscience. Et c'est à ce moment-là que le fromage arrive, parfois. fromage comes, Si le fromage arrive, l'important, see whether c'est de still remember the sound. voir si vous vous souvenez du son ou non. Si vous vous souvenez encore du son, il y a 2 fromages, 3 fromages, 10 fromages, très bien, tout va bien. Welcome. Peu importe. Il faut accueillir tout cela. Back to the sound again. Mais revenons au son. Remember the sound. Et on se souvient du son. So if you do like that, Donc, slowly what happens? si l'on agit de la sorte, petit à petit, votre esprit s'ouvre, il devient plus vaste. Bien qu'au niveau de la surface, il y a toujours le balabala, yara yara. No need to block that. Et c'est pas la peine de bloquer cela. Cannot block. Et de toute façon, vous ne pouvez pas bloquer cela, n'est-ce pas? Try for 10 seconds. Pendant 10 secondes, Not allowed to think for much. Okay. Now. essayez de bloquer la notion de fromage. Allez-y, pas de fromage. Don't think for much. On ne pensait pas au fromage. How was it? C'était comment cette expérience? More for much. Ah, il y avait plus de fromage qui vous est venu, d'accord. So when I was young, Moi, quand j'étais jeune, j'avais des crises de panique. Et le gros problème, c'est la panique de la panique. Non, non, pas de panique, je ne veux pas de panique. Il y a la panique qui arrive. On ne peut pas arrêter la pensée, c'est impossible. Et ce n'est pas nécessaire non plus. C'est bien, les pensées, mais il faut être conscient. Il faut avoir cette conscience. À la surface, balabala, yara, yara, mais plus en profondeur, il y a la conscience, l'amour, la compassion, la sagesse. Et au bout du compte, luminous self, which is beyond, le soi lumineux. but beyond subject object doesn't mean On est au-delà du sujet-objet, mais ça ne signifie pas qu'on est un zombie comme ça. I don't know who I am. Ah, je sais pas qui je suis, et toi, je ne sais pas qui tu es. Non, c'est pas ça. Not like that. The grasping is lost. But then Il faut toujours la conscience, mind become more open. mais l'esprit s'ouvre. Parfois, on a une idée, une étincelle qui nous apparaît. Alors, quelque part, elle est toujours là, mais il y a un exemple dans les enseignements tibétains, c'est un petit peu regarder le ciel par le chat d'une aiguille. C'est-à-dire regarder le ciel, mais un ciel limité, pas forcément aussi profond que celui que l'on voit à l'œil nu, sans regarder par le chat d'une aiguille. Cette progression, comment se fait-elle avec les enseignements, notamment? On a parlé de la conscience, on a tous la conscience. Voilà, vous me croyez, tout le monde me croit, n'est-ce pas? Dites-moi. How many of you not believe? Qui ne me croit pas? They say no problem, you don't believe. Et vous avez le droit de ne pas y croire, hein. How many of you Si c'est le cas, certains d'entre vous ne sont peut-être pas très sûrs. So those of you believe, of course you have awareness. Ceux qui croient, eh bien, forcément, vous êtes dotés de conscience. Ceux qui n'y croient pas, qui dit que vous n'y croyez pas? C'est la conscience. Don't believe awareness is awareness. Voilà. Le fait de ne pas croire à la conscience constitue la conscience. You said not sure. Certains d'entre vous semblent dire « je ne suis pas sûr ». Coming from awareness. L'incertitude vient aussi de la conscience. Donc, que vous y croyez ou pas, la conscience, c'est un petit peu comme la gravité. Que vous croyez à la gravité ou pas, la gravité est là. So awareness is like that. La conscience, c'est exactement la même chose. Même si au début, on ne la sent pas forcément. You might feel, oh, nice idea, makes sense. Parfois, on se dit « ah oui, d'accord, When you listen to sound, c'est très bien ». Et puis, lorsque vous commencez à vraiment vous concentrer, on se dit « mais je déteste ce balabala yara yara ». Je veux me concentrer exclusivement sur les sons. Et le son vous parvient par bribes. but then important is back to awareness. Alors, toujours, l'important, c'est de revenir à la conscience. Awareness become more, Et more steady. doucement, mais sûrement, la conscience deviendra plus claire, ce qui vous rendra plus libre, plus ouvert et plus heureux. So it takes some time.
Il faut évidemment du temps pour cela. Il faut d'abord arriver à un niveau de compréhension, d'expérience, puis de réalisation. Il faut apprendre d'abord la Lune. D'abord apprendre la Lune. Vous pouvez apprendre la Lune sur un livre. Ah, la Lune, c'est ça. Ce sont ça les couleurs de la Lune, sans la voir, la Lune, en la voyant uniquement dans les pages d'un livre. Et puis, lorsque vous continuerez à pratiquer, vous allez acquérir de l'expérience. L'expérience, c'est commencer à voir le reflet de la Lune. Le reflet de la Lune dans l'eau. Là, c'est le niveau d'expérience. Vous commencez à éprouver des saveurs, des goûts, quelque part. Et puis, le dernier niveau est celui de la réalisation directe, où vous allez pouvoir voir la Lune, le croissant de Lune. Voilà, parfois, on commence par un petit croissant de Lune. Et là, vous avez encore du travail à faire pour arriver à la pleine Lune, évidemment. Alors, il y a quelques jours, j'étais à Londres et j'ai vu cette grande publicité, toutes les émotions pour 50% de moins. Je crois que c'était pour un spa. Voilà, 50% de rabais sur toutes les émotions du monde. Bon. Dans votre livre, vous expliquez que si la méditation consistait simplement à éliminer les mauvaises émotions, pratiquer ne m'intéresserait pas. Et pourtant, c'est bien de se débarrasser des mauvaises émotions. Alors pourquoi cela ne vous suffit-il pas? Vous savez, lorsque l'on souffre, on cherche à aller vers l'inverse, ou l'opposé de ce qui nous fait souffrir. Mais en ce faisant, on crée un autre problème. C'est le chien qui se mord la queue, n'est-ce pas? Pour la conscience, vous n'avez rien à faire. Ne cherchez pas la liberté, ne bloquez pas la souffrance. Soyez simplement en pleine conscience. La souffrance, c'est de la conscience. La liberté, c'est de la conscience. Et lorsque vous arriverez à ce niveau de conscience, là, vous arriverez au bonheur durable. Voilà. Et non plus des sentiments contrariés. Lorsqu'il y a une émotion, tout va bien. Lorsqu'il y a absence d'émotion, tout va bien aussi. Et ce désir, le désir vous finira par vous quitter. Lorsque j'avais 7 ans, 7-8 ans, j'ai vécu des crises d'angoisse. Et j'essayais par tous les moyens de me débarrasser de ces crises d'angoisse. Je me rappelle, j'ai grandi dans l'Himalaya, j'essayais de grimper jusqu'au sommet d'une montagne et croyez-moi, quand j'arrive en haut, la panique, l'angoisse était toujours là. Alors je me disais, mais peut-être me suffira-t-il de redescendre dans la vallée, là où il y a les arbres et la forêt, pour m'en débarrasser. Et croyez-moi, quand j'arrivais en bas, les crises d'angoisse étaient toujours là. Et puis, tout près de la maison, nous avions une petite grotte. Et lorsque je me rendais dans cette grotte, eh bien, croyez-moi, les crises d'angoisse étaient toujours là. Résultat, j'étais malheureux, j'étais mécontent, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer, jusqu'au jour où j'ai évoqué le sujet avec ma maman qui m'a dit « mais tu devrais apprendre à méditer avec mon père ». À l'époque, j'avais donc précisément 9 ans. J'étais extrêmement timide et j'avais peur de demander à mon père, j'avais peur qu'il me prenne pour un idiot, qu'il me considère comme étant trop jeune. Et puis, ma maman a demandé à mon père, sans ma permission. Et mon père m'a dit « ton père, tu souhaites apprendre à la méditation ?» Et je lui ai dit oui. Et donc j'ai appris la méditation à ce moment-là. Ce que mon père m'a enseigné, c'est d'écouter les sons, c'est de regarder la respiration. C'est fort ennuyeux, hein. Donc j'écoute les sons. J'avais l'impression de méditer pendant 20-30 minutes et pauvre de moi, j'en étais qu'à 5 minutes.
Mais c'est alors que je me suis souvenu que j'étais là pour me libérer de ces crises d'angoisse. Donc, écoute les sons, écoute les sons. Mais bon, qu'est-ce que c'est l'écoute des sons à avoir avec mes crises d'angoisse? C'est comme si j'essayais d'aller dans deux sens opposés. Mon père ne me disait pas de bloquer ces crises d'angoisse ou de les accueillir, peu importe. Voilà, moi, tout ce que je voulais, c'était me débarrasser de ces crises d'angoisse. En tout cas, lorsque, au final, j'écoutais les sons et que je regardais ma respiration, j'ai commencé à me sentir mieux. Et puis, dès que j'arrêtais de méditer, hop, crise d'angoisse. À ce moment-là, j'ai essayé de combattre beaucoup plus activement ces crises d'angoisse. Je l'ai partagé avec mon père qui m'a dit ne cherche pas à combattre. À ce moment-là, je me suis dit tiens, on va changer. On va changer de stratégie. Ce qu'il dit a peut-être du sens. Peut-être devrais-je accueillir mes crises d'angoisse. Alors je disais tiens, crise d'angoisse, bienvenue, sois la bienvenue dans ma vie. Et tu sais quoi, je te souhaite la bienvenue aujourd'hui et puis à partir de là, tu ne reviendras plus jamais, promets-le-moi. Voilà. C'est de la motivation, on essaie de se motiver. Mais et bien, même ça aide, même si c'était pas franc, c'était pas un accueil franc. Mais quelque part, ça m'a aidé aussi. Et puis, lorsque j'ai eu 13 ans, je suis allé en Inde, dans un monastère, où il y a une retraite qui dure 3 ans. On peut y faire une retraite qui dure 3 ans. L'un de mes gourous, je lui ai demandé de me donner la permission de démarrer cette retraite. Il a accepté. À ce moment-là, j'étais très heureux. Je me suis dit, voilà, maintenant je vais travailler pendant 3 ans. Voilà. Et j'ai fait cette retraite. Et que s'est-il passé? Le premier mois, très bien. J'étais très courageux. Le deuxième mois, malheureusement, la fainéantise s'est immiscée dans ma vie. Je ne l'ai pas accepté. Mais donc, mes crises d'angoisse et ma fainéantise se sont très très bien entendues. Résultat des courses, encore plus de crises d'angoisse. À ce moment-là, je me suis dit, mais que faut-il faire? Je vous rappelle que nous étions au premier mois d'une retraite qui durait 3 ans. Faut-il que je cesse ma retraite ou faut-il que je reste? Si je quitte, mais quel embarras! Si je rentre, j'avais promis à tout le monde que je saurais le faire, que je pouvais le faire. Donc évidemment, je n'avais pas envie de perdre la face à ce moment-là. Mais par contre, si j'ai décidé de rester, c'est 3 ans. Voilà. Et là, croyez-moi, les crises d'angoisse, elles étaient solides. Hein. Donc je me suis dit, peut-être me faudra-t-il désormais apprendre à vivre avec ces crises d'angoisse. Et j'ai appris des techniques nombreuses. Aujourd'hui, par exemple, on cherche à écouter un son et le son devient objet de méditation. Vous pouvez faire exactement la même chose pour travailler sur vos crises d'angoisse, par exemple, sur les sensations éprouvées. Et ces sensations peuvent également devenir l'ami de votre méditation, votre allié dans la méditation. Donc en fait, vous allez vous lier d'amitié avec les crises d'angoisse qui vous habitent. Et j'ai donc cherché à apprendre à vivre avec ces crises d'angoisse plutôt que d'interrompre cette retraite, mais donc de la garder avec moi quelque part, de vivre avec. Et puis, quelques semaines plus tard, curieusement, eh bien, j'ai commencé à apprécier ces crises d'angoisse. Je me disais, mais après tout, si mes crises d'angoisse arrivent, très bien. Je n'avais plus cette sensation de ne plus pouvoir respirer. Parfois, il y avait ce balabalayaraya qui était là, mais bon, voilà, je vivais avec. Parfois, les crises d'angoisse parviennent jusque moi. Mais la résistance a disparu, la peur a disparu. Et puis, quelque part, il y a une forme d'excitation. Voilà. Parfois, j'ai l'impression que je vais avoir une crise cardiaque. Évidemment, ce n'est pas une crise cardiaque, mais c'est un peu la sensation que j'ai. En tout cas, au final, il y a eu une véritable amitié entre mes crises d'angoisse et moi. Moi, j'aime beaucoup mes crises d'angoisse. J'espère qu'elle m'aime tout autant. Et puis, je ne sais pas s'il faut que je parle de la fin, parce que la fin est moins heureuse. Je peux l'évoquer? Ah oui, allez-y, allez-y. Bon, je vais évoquer la fin alors. Vous voulez vraiment savoir? Vous êtes sûr? Qui veut vraiment savoir? Bon, alors.
Lorsque mes angoisses et moi sont devenus amis, les crises d'angoisse ont disparu. Et oui. Et du coup, mon ami me manque. Mes crises d'angoisse et moi, eh bien, c'est de l'histoire ancienne. Alors la vie est remplie de problèmes, de difficultés. Donc des amis, il y en a d'autres. C'est ce que je veux vous dire. Alors les enseignements tibétains sur la méditation, il y a un terme qui me vient en tête, c'est le machupa, que l'on traduit parfois par simplicité, parfois par l'absence de contraintes, parfois par l'idée de changer aussi ou ne pas changer. Tous ces termes donnent des interprétations un peu différentes de l'idée de vivre les choses. Quel est le lien entre cela et ce que vous venez d'évoquer? Vous savez, on a parlé des sons. Nous avons évoqué l'importance des sons dans la méditation, écouter, se concentrer et se souvenir des sons. Le fromage arrive. Bien. Très bien. Ne le bloquez surtout pas, ce fromage. Le fromage n'est qu'un exemple, évidemment, vous l'aurez compris. Voilà. Donc, il peut s'agir de beaucoup d'autres choses. Certains d'entre vous ont peut-être même une petite liste de choses à faire. Combien d'entre vous ont des listes de choses à faire, d'amis en l'occurrence? On en a tous, évidemment. Voilà. Lorsque vous méditez, lorsque vous ne méditez pas, on n'y pense pas. Puis quand vous vous mettez à méditer, hop, ça y est, ils sont tous là. Voilà, toutes les amitiés fromagères reviennent. L'important, c'est que le son doit continuer à être là. Vous devez continuer à l'entendre. Tant que vous continuez à entendre le son, tout va bien. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Sans contrainte. Sans contrainte signifie ne pas bloquer l'émotion. Et en même temps, ne cherchez pas forcément la paix, la joie et le bonheur. L'essence de la méditation, c'est quoi? Très bien, très bien. Voilà, l'essence de la méditation, c'est ça, c'est la conscience, c'est la présence. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas la paix, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la concentration. Tout cela constitue l'expérience même de la méditation. Mais lorsque vous cherchez à vous concentrer, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, cette concentration. Lorsque l'on cherche une paix intérieure, cette paix intérieure pourrait vous dire « Excuse-moi, mais la prochaine fois, tu prends un rendez-vous, là, je suis occupé. » Par contre, si on n'y pense pas, l'expérience de paix intérieure vous dira peut-être « Ah ben, aujourd'hui, je suis disponible, j'ai un créneau, je vais te l'accorder. » Donc, sans contrainte. Quelle que soit la paix, qu'il y ait paix ou pas, peu importe. Ce qui est important, encore une fois, c'est cette conscience. C'est l'essence même de la méditation. Donc là, on n'est plus du tout dans le jugement. Lorsqu'on dit, là, c'est de la méditation où l'on ne juge pas, évidemment, on ne juge pas. Mais lorsque vous vous en convainquez, à ce moment-là, vous jugez. Et lorsque vous vous autorisez à juger, vous êtes dans le jugement, forcément. Donc il faut éliminer cette contrainte de jugement. Dans les enseignements de Bouddha, on dit qu'il faut reconnaître la nature de Bouddha, sinon c'est un petit peu comme essayer de faire lustrer un morceau de charbon pendant des siècles, on n'y arrive pas. Alors vous allez me dire que c'est un peu de la théorie, et certainement c'est de la théorie pour beaucoup d'entre nous. Comment peut-on donc essayer de pointer les signes dans nos vies qui peuvent nous indiquer qu'il y a quelque chose qui nous permet de reconnaître la nature de Bouddha. C'est bien de la nature fondamentale dont on parle. La bonté interne, le bien.
notre nature. Il y a énormément de noms ou de mots qui sont utilisés, mais nous avons tous une nature extraordinaire. Oui, croyez-moi, chaque individu est absolument unique, doté de talents. Et nous avons tous la conscience, que vous y croyez ou non. La conscience, c'est comme la gravité. Elle est là. Elle constitue une des qualités de la nature de Bouddha. Nous avons tous la compassion. J'ai plusieurs cours, un cours qui porte sur la joie de la vie 1, joie de la vie 2 et puis 3. Le premier cours porte sur la conscience. Le deuxième cours introduit l'idée d'amour et de compassion. L'amour et la compassion sont là en permanence, même dans les moments de colère. Vous y croyez ou pas? Pas forcément, hein? Eh bien pourtant, lorsque vous découvrirez, vous y croirez. Et puis il y a le secret, qui est la sagesse. C'est le niveau 3. La sagesse. Donc ce sont des qualités qui sont innées. L'exemple traditionnel que je pourrais donner est celui de l'oiseau. Ou plutôt du nid d'oiseau. Parfois, l'oiseau va quitter son nid, et quelle que soit la durée pendant laquelle il quitte le nid, au final, il reviendra toujours dans son nid. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il réside. Et nous avons tous ce sens d'appartenance qui nous habite. Avec la vraie question qui porte sur le sens de la vie, le but même de cette dernière. Dans tout cela, de quoi parle-t-on? De ce que l'on réalise également, de nos réalisations personnelles, qu'elles soient matérielles ou autres. Voilà, tous ces signes sont les signes de la nature de Bouddha, l'amour et la compassion. J'ai évoqué longuement la conscience. Voilà, peut-être que c'est l'heure du test maintenant. On ne va pas pouvoir faire les trois. Hein. On a parlé longuement de conscience. Mais on va faire un petit quiz sur la conscience. Croyez-moi, vous n'allez pas le rater le test. Hein. Voilà, quelle que soit l'idée que vous avez, vous pouvez y répondre. Quel que soit votre sentiment, positif, négatif, bon, pas bon, vous répondez. Donc il y a 3 questions assez simples. La première question, c'est combien d'entre vous acceptent l'idée de conscience? Levez la main. Sur Internet? Ah, ben, je ne peux pas vous voir. Ah, oui. Combien parmi vous ne reconnaissent pas la conscience? Levez la main. Personne? Bien. Combien d'entre vous, maintenant, éprouvent des doutes? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Levez la main. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous donne vos résultats maintenant? Eh bien voilà, tout le monde a passé le test. Avec grand succès, félicitations. Et vous savez pourquoi vous avez tous réussi? Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est une histoire de conscience. Si vous reconnaissez la conscience, évidemment, vous êtes en conscience. Si vous ne reconnaissez pas la conscience, vous êtes conscient du fait que vous ne reconnaissez pas la conscience. Donc, si vous le savez que vous ne reconnaissez pas la conscience, c'est que vous êtes en conscience. Et si vous avez des doutes, peut-être que je reconnais la conscience, peut-être que non. Si vous avez des doutes, eh bien, vous êtes en conscience. Donc la conscience est présente dans tous les cas. Donc, au-delà de la conscience, il y a l'amour, la compassion et la sagesse. C'est au-delà de la conscience.
Donc, il y a la nature de l'esprit dans l'enseignement. Et pour bien des personnes, ce qui est naturel, c'est la peur. Mais dans la construction, il y a la construction ordinaire de l'esprit. Vers la fin de votre livre, vous dites que vous êtes confiant, car grâce avec la reconnaissance quotidienne de la sagesse, chacun peut arriver à la compréhension d'une conscience, parce que ce n'est pas un état naturel. Il y a des gens qui vont vous dire, mais ce n'est pas du tout mon état naturel. En quoi est-ce que cet état est naturel si on ne peut pas le reconnaître comme tel? Oui, ben c'est justement le problème. Qu'est-ce que c'est ça? Une montre, n'est-ce pas? Quelle est la caractéristique essentielle de la montre? Elle vous donne l'heure. Ça, c'est une montre très très chère, hein, j'aime autant vous le dire. Vous savez combien elle coûte celle-là? 20 000 euros. Non, je blague. Peut-être 20 euros. Mais c'est une très bonne montre, néanmoins. Elle donne l'heure. Et puis elle est étanche, de surcroît. Si vous avez la meilleure montre au monde, pour les gens vont penser Rolex, des diamants, de l'or, mais il y a un problème. Vous voulez savoir ce que c'est? Le problème, c'est que vous ne savez pas que c'est une montre. Vous pensez que c'est comme un bracelet, un bijou. Donc, vous ne reconnaissez pas votre propre montre. Est-ce que votre montre peut vous donner l'heure? Oui ou non? Non, elle ne peut pas vous donner l'heure. Bien que ce soit la meilleure montre au monde, elle ne peut pas vous donner l'heure. Il en va de même avec la conscience, l'amour, la compassion, la sagesse. C'est un petit peu comme la montre. Et nous avons tous cela. Mais il faut reconnaître. Si l'on ne reconnaît pas que l'on n'a pas ça dans l'esprit normal, on est dans le balabala yara, yara. On ne voit que la surface. On ne voit que les nuages dans le ciel. On ne voit pas le ciel. Mais lorsqu'on est en conscience, eh bien, on voit le ciel, n'est-ce pas? Et peu importe les nuages. Les nuages, après tout, c'est bien. S'il n'y a pas de nuages et qu'il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui va se passer pendant longtemps? Il va y avoir des problèmes de sécheresse, n'est-ce pas? Donc parfois, il faut de la pluie, il faut des nuages. Parfois, il faut des orages même. Ça fait partie de la nature. Mais la chose importante, c'est si c'est votre perception des nuages. Peu importe ce que représente le nuage, mais vous, est-ce que vous avez conscience du nuage? Il faut avoir conscience du ciel pour connaître la vraie liberté. Ainsi, le sentiment de désir n'a plus de prise. Qu'est-ce que c'est que le fromage? C'est du camembert? Quelle est la différence entre le camembert et quoi? Le gruyère? Le gruyère? Le gruyère? Gruyère. C'est pas le plus facile à prononcer. Gruyère. Bon, pour moi, quelle est la différence entre camembert et gruyère? Mais on voit les choses clairement, mais il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de fixation. Non, bien sûr. La partie la plus éclairante et la plus profonde de votre livre, c'est le fait que vous étiez lucide et vous êtes passé par toutes les étapes de la dissolution et pourtant vous êtes revenu, vous avez approché la mort. Pourriez-vous nous en parler? Parce que cela ouvre bien des moyens de réalisation et des possibilités d'amour. Pourriez-vous partager des éléments de cette expérience? Il faut lire le livre.
Non, les gens n'ont pas encore le livre. My story continues. Donc, je poursuis mon histoire. Donc, de Bodh Gaya, j'arrive à la gare. And the Varanasi train station that Et, time is one of the worst train stations. et la gare, c'est une des pires gares en Inde à l'époque. Aujourd'hui, c'est une très chouette gare. Hein. Si vous y allez voir, ce ne sera pas la même gare que celle que j'écris dans mon livre. Ça, elle a beaucoup changé. So I stay on the ground. Donc, je me voilà sur le quai. Many people there on the Et- ground. Donc, il y a beaucoup de gens là, par terre. Being on the ground is okay, but the feeling Être par terre, c'est très bien, impressive. mais je me sens gêné, Never stay like that on the ground. honteux. Nobody does that also. Personne ne me fait ça. Donc, jamais je ne suis seul comme ça par terre. Il y a des policiers, et puis moi, je me dis, ah, ils me regardent, ils me regardent. And I stay until evening. Et je reste jusqu'au soir. I have few thousand rupees J'ai quelques milliers de roupies, out of the dormitory up there. donc il y a un dortoir I stay in the bed. vers où je vais, et me voilà dans un lit. Et là, je me sens très bien. I did a lot of practice in that night. Try to let go of me. J'ai essayé de lâcher prise par rapport à moi-même. Eventually I found Puis, I bought one small book, j'avais acheté une petite carte de l'Inde. holy place Il y a un lieu sacré. find nearby all the important landmarks. Il y a des lieux sacrés qui figurent sur la carte, donc je me rends Kushinam. vers Kushanar. Then That's the place where the Buddha passed away. yeah, the place. C'est le lieu du décès du Bouddha. There's one guest house, Et il y a là un gîte, Dharamsala guest house. I stayed. Dharamsala. Donc, j'y ai séjourné. Money is finished. 3 semaines plus tard, je n'ai plus d'argent. Donc, Food has not good, poison. So diarrhea. It was the leftover of j'ai été- j'ai- en plus, j'ai une intoxication alimentaire. Oui, j'ai mangé les restes du restaurant. Vous connaissez le livre mieux que moi, vous. Hein? D'accord. Et pourtant, vous avez dit que c'était délicieux, parce que vous aviez faim. Bref, je passe une journée sans nourriture. Vous savez, donc là, les restes, ils ne vous les donnent pas dans la journée, ils vous disent revenez le soir. Puis vers 1 ou 2 heures, et beaucoup de conversations dans l'estomac. Et vous dormiez dehors? That time I'm still outside. Oui, je dors dehors. Hein. Dehors, dans la rue. Wow, then I have to go to use restroom. Donc là, il faut que j'aille aux toilettes. One particular restroom, everywhere is restroom. Mais en fait, il n'y a pas de toilettes. Les toilettes, c'est partout. Chase after me. Il y a des chiens qui me courent après. Me and dogs are friends. Mais pourtant, les chiens et moi, nous sommes amis, mais la nuit, nous sommes des ennemis, les chiens et moi. Bref, ça continue comme ça pendant 5 jours. Weak. In the end, I cannot move. Bon, je me sens devenir faible. Je ne peux plus bouger. Pendant quelques heures, je me dis, peut-être que je vais retourner au monastère. Qu'est-ce que je fais ici? Cette rue, elle est particulièrement sale. Peut-être que je vais mourir. But then I just said to me, Mais j'ai accepté cela. Et alors, je deviens assez heureux. Mais ce soir-là, mon corps se paralyse. Je sens la dissolution me gagner. I had this experience of Et what we call à ce moment-là, death and dying meditation. il y a une méditation de processus de mort et de mort. Et il y a une instruction, une explication qui vous dit que quelle est la véritable expérience quand vous mourrez? Eh bien, la dissolution des éléments. Melt, floating, Une espèce de fusion, blown away. d'explosion, d'obscurité. Puis au bout du compte, on se sent inconscient. Donc moi, j'ai conscience de tout ça, mais à un niveau plus profond, la conscience devient plus claire en moi. Puis, bien que je ne puisse pas voir, pas entendre, mon corps est paralysé. Mais au bout, rien, l'obscurité. Et là, je perds pratiquement conscience. Et tout à coup, tout s'ouvre. Et la présence arrive. Je me sens tout à fait paisible. Il n'y a pas de pensée. Généralement, quand on pense au fromage, n'est-ce pas? Your mind
L'esprit travaille sur le fromage arrive et c'est vraiment unidirectionnel. Mais dans cette situation-là, il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas de devant. Je ne pense pas. Est-ce que le fromage apparaît quand on va dans la montagne? On peut retrouver un lac de montagne et l'ensemble de la vallée se reflète, n'est-ce pas? Donc tout est là, tout est présent là. Rien ne sort, il n'y a pas de balabala, yara, pas de notion de temps. Pas de là, pas d'ici. Et beaucoup de joie, beaucoup de paix. Tout s'ouvre, tout s'étend, grandit. Donc, cet état-là, je l'ai vécu pendant quelques heures. Puis, le lendemain matin, je me dis, ah, ce n'est pas la fin. Et ce sentiment ne fait que se renforcer. Et je commence à ressentir mon cœur, mon corps. Et petit à petit, j'entends, je vois, je commence à bouger petit à petit. Maintenant, la rue devient merveilleuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a changé la rue? C'est une nouvelle rue? Non, non, je plaisante. C'est ma perception qui a changé. Donc, maintenant, j'ai l'impression que la rue, c'est mon chez-moi. Il y a un arbre devant moi. Quand je regarde l'arbre, eh bien, cet arbre est merveilleux. Ses feuilles brillent. Je sens une brise très agréable sur mon visage. Je ressens de la joie. Avant, je ne me sentais pas en sécurité dans cette rue sale. Je me pose la question de savoir ce que je fais ici. Je n'appartiens pas ici. Tous ces sentiments-là ont disparu. Je me sens chez moi maintenant. Si heureux, je sens que j'apprécie le fait d'être simplement vivant. À ce moment-là, j'ai soif. Il y a de l'eau à la fontaine et je veux boire cette eau. Donc, sur mes jambes flageolantes, je me dirige vers la fontaine et tout à coup, je m'effondre, je perds conscience. Et quelqu'un m'a amené à l'hôpital. Je me réveille à l'hôpital avec une perfusion. Comment vous dites perfusion? Une intraveineuse, oui, une perfusion de glucose. Hein. Le glucose, c'est le contenu, hein, ce n'est pas le contenant. Bref, un gros flacon de glucose. Je reste à l'hôpital une nuit et puis je sors. L'une des grandes choses, à part cette clarté, à part cette beauté, c'est le fait que, de manière répétée, il y a ce sentiment d'amour inconditionnel. En quoi est-ce lié à la liberté que vous évoquez? L'amour inconditionnel, elle est présente en nous tout le temps. On en revient au sujet suivant, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous parle de ça ou non? Levez la main si vous voulez que je vous parle d'amour inconditionnel. Levez la main. Si vous pensez que je vais vous enseigner ça la prochaine fois. Vous voulez maintenant ou la prochaine fois? Vous voulez pas que je vous... Levez la main si vous voulez que je... Vous voulez pas que j'enseigne ça la prochaine fois? On pourra poursuivre la prochaine fois. L'amour inconditionnel et la compassion, on en a déjà parlé. Voilà, c'est tout. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous saisissez? Levez la main si vous voulez que je vous présente, que je vous fasse une introduction à l'amour. Eh bien, ça vient de l'amour, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que j'en parle la prochaine fois? Vous ne voulez pas cela? Eh bien, ça vient de la compassion. Donc, l'amour recherche le bonheur, recherche le sens des choses, recherche des vertus,
le sens de la finalité des choses. Ça, c'est l'amour. Donc quelque chose de bien pour vous, donc le bonheur pour vous, pour votre famille, pour vos aïeux. La compassion, c'est en fait le fait que vous refusez la souffrance. Ce sentiment inné est en nous tout le temps, où que l'on se trouve, n'est-ce pas? Bon, je vous vois avec ce sentiment-là maintenant, tous autant que vous êtes. Vous êtes tous comme ça. Une autre personne se met devant vous et vous faites comme ça. Ah, souffrance. Bonheur. Souffrance. Bonheur. Chaque mouvement, chaque élément de votre corps recherche le bonheur, n'est-ce pas? Certains d'entre vous sont assis comme ça là. Si vous êtes assis comme ça longtemps, eh bien c'est une cause de souffrance. Ça génère de la souffrance. Ah, je vais me remettre dans une position heureuse. Mais comme ça, c'est pas bien non plus. Ah, voilà. Comme ça, peut-être, le bonheur? Chaque fois que vous faites un mouvement avec votre corps, c'est que vous recherchez le bonheur. À chaque fois que vous clignez les yeux, vous recherchez le bonheur. Chaque fois que le moindre souffle est une recherche du bonheur. Si vous ne clignez pas des yeux et que vous restez les yeux ouverts comme ça, vous allez souffrir, n'est-ce pas? Bon, bonheur, bonheur, bonheur. Donc là, c'est une question de pensée, d'émotion. Chaque mouvement dans votre esprit est une manifestation d'amour et de compassion. Mais on ne le sait pas. La meilleure montre au monde, si on ne reconnaît pas que c'est sa propre montre, eh bien la montre ne pourra pas vous donner l'heure. Donc le véritable amour, la véritable compassion existe en nous tous. Mais nous devons en prendre conscience. Même chose que la conscience elle-même. Quand on est en rapport, quand on a la conscience de cette présence, c'est là en vous. Ce n'est pas la peine de créer l'amour et la compassion. Il suffit de reconnaître cette présence. Et à ce moment-là, toutes ces émotions, les balabalayara, tous font, tout se dissout dans l'amour et la compassion. Donc voilà, l'amour inconditionnel. Quand vous dites que nous sommes tous à la recherche du bonheur, même quand nous clignons les yeux, il y a des gens qui recherchent le bonheur pour se sentir bien. Donc ce n'est pas évident pour la plupart des débutants, comme nous, de comprendre la relation entre ce profond désir pour le bonheur et l'amour inconditionnel. Comment expliquer cette relation? Il y a 3 soi, n'est-ce pas? Donc, le soi qui n'est pas sain, le soi qui est sain, et au-delà du soi, le soi lumineux. Donc là, c'est la véritable conscience, l'amour inconditionnel et la compassion, la sagesse non conceptuelle. Voilà, ça c'est l'essence du soi lumineux. Et il y a des couches conceptuelles. La compassion, c'est un sujet et un objet, n'est-ce pas? Je veux que cette personne soit heureuse. Je veux qu'elle s'affranchisse de la souffrance. Donc, sujet, objet. Vous voyez? Donc, l'impermanence de la vie. Sujet, objet. Deuxième couche. C'est ça, mais ce n'est pas le soi lumineux. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ensuite, on passe à une autre couche. Là, c'est un sens du soi qui n'est pas ça. Là, c'est la fixation de l'esprit. L'esprit est fixe et vous ne voulez pas vous laisser mourir. Donc la singularité, la permanence. Numéro 1. Je veux être numéro 1. Et moi, et moi, et moi. Je ne m'intéresse pas à l'autre. Donc ça, c'est le sens du soi qui n'est pas ça. Mais tout cela vient fondamentalement de vos qualités intrinsèques. Donc, ce sens du soi qui n'est pas
Ça, c'est une fausse croyance. Au niveau de la vérité, vous avez un sens du soi qui est ça. Donc, avec un rapport, changement. À ce moment-là, à un niveau plus profond, on est dans le soi lumineux. Mais lorsque l'on reconnaît cette montre, pour vous, c'est une montre. Si vous ne reconnaissez pas que c'est une montre, eh bien pour vous, ce n'est pas une montre. La montre, elle, n'a pas changé. C'est votre perception de la montre qui a changé au niveau de sa reconnaissance. La dernière question sur l'impermanence. Vous parlez beaucoup d'impermanence dans le livre. Et bien entendu, il y a différents niveaux d'impermanence. L'impermanence de la perception du soi et ainsi de suite. Mais pour de nombreuses personnes, nous savons que cette impermanence, elle est dans notre vie. La montre est utile, comme vous le dites, mais pourquoi être conscient de l'impermanence et comment améliorer notre pratique? Pourquoi est-ce nécessaire d'être si précisément conscient de tout? Si vous ne faites que penser à l'impermanence dans une situation de contrainte, d'obstacle. Le bardo, le lâcher prise, mais pas l'abandon. Eh bien, il y a le bardo vertical entre les deux, le bardo horizontal et le bardo vertical. La vie est impermanente. Il y a des hauts et des bas, comme la bourse. Il y a des couleurs. On tire profit des hauts et des bas. Ça, c'est une idée de base fondamentale. Mais ça, seul, ça ne suffit pas. Nous devons méditer sur ce sujet. Donc la méditation, on en écoute le son. Eh bien, on écoute le changement. Le son a un début et une fin. Et le son n'est pas permanent. Même si vous entendez le mot fromage, vous l'avez entendu, oui? Ben oui. Donc, on passe de fro à ma à je. Vous vous souvenez cela? Oui, le son évolue. On ne peut pas traverser la même rivière deux fois, n'est-ce pas? Il en va de même pour le son, même chose pour le souffle, même chose pour le corps, même chose pour tous les phénomènes. Par conséquent, il faut accepter cela. Et on se laisse mourir. Et c'est comme ça qu'il faut savoir mourir en réalité. On meurt pour mieux renaître. Il y a des sociétés qui ne veulent pas mourir, eh bien, elles vont mourir. Alors que les sociétés qui savent mourir, elles, vont avoir une grande longévité, n'est-ce pas? Elles feront plus d'innovation, elles s'adapteront davantage aux situations, et il y aura plus de lâcher-prise, il y aura plus de transformation. Par conséquent, la longévité sera accrue. Cette entreprise, cette société qui, elle, reste fixée, elle va mourir. Il en va de même pour les relations. Il faut explorer, apprendre à connaître l'autre, faire quelque chose de nouveau. Il faut étudier aussi, il faut apprendre. Il faut lâcher prise un petit peu, apprendre à nouveau, lâcher prise encore. Il en va de même pour votre travail. Donc, mourir, mais croître, grandir. Un dernier conseil peut-être pour les gens ici à Paris qui mènent une vie très active et qui aspirent à avoir une vie pleine de sens. Tous ces enseignements portent là-dessus et la joie de vivre, c'est cela. Peut-être un conseil avant de nous quitter?
Un des grands bénéfices que j'ai retirés de ce parcours, c'est le sens de l'appréciation. Nous avons tous une nature merveilleuse, la conscience, la compassion, la sagesse, et chacun a différentes aptitudes. Et il faut savoir apprécier tout cela. Alors il y a les hauts et les bas de la vie, mais ce n'est pas un problème. La vie est faite de couleurs, différentes couleurs, c'est merveilleux. N'abandonnez jamais. Continuez à être en relation avec votre conscience, la compassion, la croissance, voilà. Merci. Rinpoche, vous travaillez dans le domaine de la recherche scientifique et vous êtes conseiller pour l'Institut dont nous avons parlé. Si vous voulez en savoir davantage, il se tiendra un symposium européen le 25, 26, 27 octobre à Munich. Donc peut-être que c'est quelque chose sur laquelle on peut se pencher. Rinpoche, nous espérons vivement que vous viendrez nous voir encore et encore pour que nous puissions bénéficier de vos enseignements. Si vous ne venez pas, nous irons vous chercher peut-être dans cette fameuse gare que vous nous avez décrite. Donc encore merci beaucoup. Merci à vous. Now I think I'm going to sign the book. Alors je crois que je vais signer quelques livres. Je n'aurai pas forcément le temps d'écrire les noms. Donc peut-être que si vous voulez que je signe, vous pouvez écrire le nom et je signerai en dessous. Pour les gens qui sont ici, qui ont un casque, veuillez les redonner à la sortie. Merci bien. And thank you again very much for your... Et encore une fois, Rinpoche et Mathieu, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé ce soir. Merci. Ok, on m'a demandé aussi que pour la signature, veuillez s'il vous plaît ne présenter qu'un seul livre pour des raisons de temps. Merci beaucoup. Pardon? C'est vers la sortie un peu plus haut. Voilà. Escaleches.